Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déléguer. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment commencer à déléguer ? Donc je vais séparer cette vidéo en 6 conseils et un 7e qui est un exercice que je te recommande fortement de faire et que je refais récemment d'ailleurs pour mieux déléguer. Je l'ai refait encore il y a 2 jours, ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo pour être honnête. Car il y a plusieurs steps en fait dans l'entrepreneuriat. Alors évidemment ça dépend des objectifs, de tes objectifs, mais de façon générale, d'abord tu démarres tout seul, ensuite tu commences à déléguer juste quelques tâches, puis dans un 3e temps, et ben là tu délègues énormément ou pas, ça dépend complètement de tes objectifs, mais moi aujourd'hui je délègue beaucoup, donc je vais t'expliquer tout le process en fait qui m'a amené à faire ça et qui j'espère pourra t'aider à travers tous ces conseils. Le premier conseil, arrêtez avec la croyance que ça va te coûter cher. Aujourd'hui ton temps travaillé en fait il a une valeur. Si par exemple tu as encore un boulot en parallèle de ton business et que tu es en train de monter ton business, que ça grossit, que tu as du mal à trouver du temps pour tout faire, etc., que tu as besoin de déléguer, on va dire par exemple tu bosses 2 heures par jour sur ton business, donc on va dire 14 heures par semaine sur ton business, et ben comme je te le dirai plus tard dans la vidéo, il y a énormément de tâches à faire quand tu montes ton business, surtout au début où tu fais tout. Et en fait, si tu es coach et que ton business te rapporte par exemple 500 € par mois et que ce qui te rapporte le plus c'est le coaching, alors ta priorité ça va être de trouver des clients. Ça va pas être de faire un super feed Instagram harmonieux ou d'avoir un beau logo, d'avoir un beau site internet. Ça va être de trouver des clients qui te payent en fait, tout simplement. Donc ça va plutôt être d'aller démarcher, si tu veux démarcher en tout cas créer un compte qui amène du monde, ça c'est encore mieux. Ça t'évite de démarcher, c'est ce que j'apprends aux élèves d'ailleurs de l'académie. Tu vas aussi en fait mettre ton focus sur comment créer des stratégies sur les réseaux pour attirer tes premiers clients. Si 1 heure de coaching aujourd'hui, ça te fait gagner 100 € par exemple, et que à côté de ça, tu te tapes 1 heure de ménage par semaine qui coûterait normalement 20 € avec une femme de ménage, ça veut dire qu'en payant une femme de ménage 20 € de l'heure, tu viens de gagner 80 € sur ta semaine en dégageant ton temps pour faire quelque chose qui te rapporte vraiment, qui te rapporte plus, qui te permet de développer ton activité. Mais si tu continues à faire par exemple le ménage toi-même, tu passes à côté de ces 80 € puisque tu es en train de faire du ménage plutôt que de coacher. En gros, c'est ça l'idée. Et en plus, tu fais un truc dans lequel tu perds de l'énergie si tu n'aimes pas faire du ménage. Alors évidemment, peut-être que tu adores faire le ménage, dans ce cas-là, continue. Évidemment, c'est un exemple, mais c'est pour que tu comprennes vraiment le principe. Et ça vaut aussi pour ton travail en parallèle. Tu as peut-être une bonne raison d'y rester actuellement, que ce soit d'investir dans l'immobilier ou de garder une sécurité financière ou mentale, en tout cas le temps de monter ton business, c'est complètement ok, mais calcule juste à l'heure combien est-ce que tu es vraiment payé en fait dans ton travail en incluant les temps de trajet. Je t'invite vraiment à mettre cette vidéo sur pause et de te dire voilà combien je gagne tous les mois, voilà combien vraiment d'heures ça me prend quand je suis au bureau, quand je suis dans les trajets, quand je suis en train de manger au bureau parce que du coup j'ai pas pu rentrer entre midi et 2 par exemple, ou quand j'ai encore des clients au téléphone le soir, peu importe, regarde combien tu es payé de l'heure aujourd'hui. Et ça va vite te motiver à monter ton propre business normalement. Alors oui, ça peut te coûter de l'argent de déléguer, mais ça peut te coûter bien plus de ne pas déléguer. C'est que ça va t'empêcher de monter ton business comme tu en as envie. Et en faisant ça, en fait, du coup, tu vas juste perdre du temps, perdre des années, perdre une vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Voilà, je pose juste ça là comme ça. 2e conseil, ne pas déléguer trop vite. Je te conseille très fortement de ne pas déléguer trop vite tant que tu ne fais pas de chiffre d'affaires. C'est une erreur que je vois souvent parce qu'en fait, comme on dit aux gens de déléguer sur les réseaux, sur YouTube, etc., de leur dire vite, il faut que tu délègues, les gens se mettent à déléguer tout et n'importe quoi beaucoup trop vite alors qu'ils sont pas capables de le supporter réellement ou qu'ils font carrément aucun chiffre d'affaires, qu'ils n'ont pas encore eu leur premier client, ils commencent déjà à déléguer, leur site internet, à déléguer leur community manager, etc., etc. Moi, j'ai commencé à déléguer seulement quand j'étais déjà vraiment débordée. C'est-à-dire quand je gagnais déjà plusieurs milliers d'euros par mois, depuis plusieurs mois, donc c'était installé déjà, d'accord, c'était récurrent, c'était un peu plus sécure que quand tu démarres et que tu commences à déléguer dès le premier mois, et que là, les tâches dans mon agenda, ça rentrait juste plus du tout, et même si je dormais moins la nuit, ça rentrait pas, quoi, tout simplement. Donc, délègue vraiment quand t'as pas la possibilité ou plus la possibilité de faire autrement. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut que tu prennes des décisions avec 3 ans d'avance selon l'entrepreneur que tu seras dans 3 ans, mais que tu dépenses avec 3 ans de retard. Donc en fait, comme si tu étais, entre guillemets, pauvre, d'accord? Donc déléguer, c'est génial, mais ne pars pas en mode usine à déléguer pour tout et n'importe quoi, en mode usine à déléguer tout ce que tu fais dès le début parce que ça va pas bien finir. Tu peux aussi trouver un moyen de faire un échange avec quelqu'un, par exemple, qui bosse pour toi en échange d'un service de ta part. C'est un truc qu'il faut vraiment faire souvent au début et c'est pour ça que c'est important d'être entouré de gens qui sont comme nous, d'autres entrepreneurs qui ont chacun des expertises différentes pour que vous puissiez vous entraider. Par exemple, si toi tu crées des sites internet, c'est le business que tu viens de lancer et qu'à côté de ça, t'as quelqu'un qui est bon en community management, vous pouvez échanger tout simplement des heures de service l'un avec l'autre pour pouvoir aller plus vite, etc.
ça ne vous coûte entre guillemets rien. Mais fais attention à suivre ton instinct quand tu délègues et à ne pas juste déléguer par flemme, d'accord, ou par peur. Si t'as tout le temps la flemme, monte pas de business. Vraiment, ne monte pas de business. Si t'as tout le temps peur de tout et que t'as la flemme d'absolument tout faire, monte pas de business parce qu'en fait, même si tu commences à déléguer, t'auras pas l'énergie à implémenter dans ta boîte. Et c'est important selon moi d'être connecté à l'énergie de ce que tu crées. Je préfère être cash comme ça, mais au moins c'est clair. Et si tu délègues tout trop vite, tu vas être déconnecté rapidement de ce que tu fais. C'est aussi pour ça que par exemple, quand on fait les appels de sélection de l'académie, je continue à prendre du monde au téléphone alors que j'ai aussi des personnes qui mettent dans l'équipe à prendre tout le monde au téléphone pour les sélections. Je continue à le faire parce qu'en fait ça me garde proche de l'énergie des gens, des élèves qui rentrent, etc. Et ça me donne vraiment de l'énergie pour créer plus de contenu, pour les aider encore plus, etc. Donc c'est important quand même de pas tout déléguer d'un coup. Le troisième conseil, c'est de comprendre tous les aspects de ton business. De mon point de vue, enfin en tout cas ce qui a fonctionné pour moi, c'est important d'être capable de comprendre chaque partie de ton business. On va prendre par exemple un business de coaching, puisque c'est ce que je fais. Un business de coaching, c'est pas juste poster des contenus vidéo sur Instagram et avoir des clients qui tombent comme ça. C'est pas du tout juste ça, le business, d'accord? Déjà, c'est se former pour devenir coach si si t'as pas une expertise dans un domaine, et se former aussi, la deuxième chose, pour apprendre à se vendre en tant que coach. Et ça, c'est deux compétences qui sont complètement, totalement différentes et qu'on oublie souvent. Souvent, quand on veut devenir coach, on se dit, bah voilà, faut que je me forme comme coach, mais on se forme pas à se vendre comme un coach, d'accord? Et c'est sauf que c'est là-dedans qu'on va trouver des clients, d'accord? Donc avoir un business de coaching, c'est aussi peut-être savoir faire, ou en tout cas gérer ton site internet, ça peut être de gérer ta communauté, faire des montages vidéo, savoir créer des contenus, faire de la comptabilité, gérer son organisation, gérer son énergie, développer aussi ses réseaux sociaux, parce qu'il y a gérer ses réseaux et développer ses réseaux, ce sont deux choses encore différentes. Coacher ses clients évidemment, préparer un programme de coaching, changer tes programmes de coaching, avoir peut-être plusieurs programmes de coaching, faire des lancements, écrire des pages de vente, paramétrer une plateforme de formation, d'avoir des décisions marketing aussi à prendre en compte et d'avoir une stratégie en fait tout simplement, de gérer la stratégie, de gérer aussi le customer care, c'est-à-dire la relation client, de gérer la facturation, de gérer tous les bugs informatiques qu'on peut sous-estimer, de gérer l'emailing aussi, c'est-à-dire les emails qui sont envoyés, etc., les newsletters, les masterclass, les interviews, etc. Pour moi, enfin encore une fois, c'est mon point de vue uniquement, c'est mieux si tu fais toi-même chacune de ces étapes au début pour bien comprendre comment ça marche. Il y a des domaines dans lesquels tu sentiras que tu es vraiment nul et que ça te prend vraiment de l'énergie, et si ce sont des domaines qui sont ultra importants dans la vente, ce sera peut-être des domaines à déléguer, ok. Mais pour moi, il faut quand même que tu comprennes tout ce qui se fait dans ton business et que tu y passes. Attention, parce qu'il y a aussi le perso, il y a aussi le ménage, les trajets, les courses, faire à manger, parfois même les enfants, ou tes chevaux, ton chien, tes chats, peu importe. Tout ça, ça prend énormément de temps, donc faut pas prendre juste ton business de coaching, si tu démarres juste comme un business de coaching où tu as juste à t'asseoir devant ton écran, allumer Zoom et coacher des gens. Ça ne va pas juste se passer comme ça. Il y a énormément de choses à implémenter et à savoir, donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on peut aussi déléguer. Et si tu n'as pas fait les tâches avant, ça va être compliqué de pouvoir les expliquer ensuite à la personne qui va prendre le relais avec les valeurs que tu veux implémenter, qu'est-ce qui fait que c'est un succès ce qu'elle est en train de faire ou qu'elle fait n'importe quoi, etc. Parce que justement, tu es passé avant par ces étapes-là. Quatrième conseil, écrire tes objectifs à long terme concernant ton business et ton style de vie. Ça, c'est la base. On peut aussi appeler ça une vision. Donc, je t'invite à chercher les vidéos qui expliquent ça dans ma chaîne YouTube. Je vais pas le répéter complètement ici. Pourquoi est-ce que c'est important d'écrire tes objectifs? Je le dirai jamais assez, mais parce que si tu sais pas où tu vas précisément, comment est-ce que tu vas y aller? C'est comme un avion dans lequel tu montes et tu vas dire au pilote, vas-y décolle, on verra où on atterrit. Bah en fait, à ton avis, t'as combien de chances de te cracher si tu fais ça? Bah non, en fait, faut vraiment que tu donnes une direction et l'objectif au pilote pour qu'il sache le carburant qu'il va mettre, comment il doit s'organiser, comment il doit paramétrer, je sais pas, tous les trucs de l'avion pour savoir exactement dans quel pays il atterrit, etc. Sinon, tu vas finir dans un océan. Et c'est pareil dans le business. Donc, l'objectif à écrire, c'est quoi? C'est au moins le chiffre que tu veux faire dans 1 an, par exemple, et dans 5 ans. Est-ce que tu veux gagner 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, 50 000 € par mois, 1 million d'euros par mois, ce que tu veux, on s'en fout. Mais en gros, c'est quoi que tu veux faire concrètement? Alors, faut évidemment faire un budget en fonction de ça. Ça sert à rien de sortir des chiffres comme ça parce que sinon, tu les atteindras jamais parce que tu n'auras pas une réelle raison de le faire. Mais bref, au moins quel est un premier chiffre. Les décisions de délégation que tu prendras, tu les feras en fonction de ces objectifs qui ne vont pas être les mêmes en fait. Tu vas pas déléguer de la même façon si tu veux faire 1 million ou si tu veux faire 1000 balles par mois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste la réponse que toi tu as vis-à-vis de tes objectifs, c'est tout. Donc il faut aussi que tu saches le style de business en fait que tu veux dans 1 an et dans 5 ans. Combien de temps est-ce que tu veux bosser par jour ou par semaine? Beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que tu veux charbonner 14 heures par jour et créer un empire? Ou est-ce que tu veux bosser 2 heures par jour avec des plus petits objectifs? Il n'y a pas de bonne réponse en fait, il n'y a aucun jugement, simplement c'est juste ton choix, mais en fonction de ton choix, tu vas savoir s'il faut que tu délègues, quand est-ce qu'il faut que tu délègues, etc. Et moi, à chaque fois que j'ai une décision qui est importante à prendre, c'est-à-dire tous les 2 jours à peu près, ou une nouvelle opportunité business, bah, je me demande, ok,
Est-ce que ça va me faire travailler plus? Est-ce que ça va me faire travailler moins? Est-ce que j'en ai envie alors que j'ai déjà atteint mon style de vie idéal aujourd'hui? Parce que des opportunités, il y en a plein, il y en a tout le temps. Mais est-ce que ça va me rapprocher ou est-ce que ça va m'éloigner du style de vie, des objectifs en fait que j'ai et que je veux? Parce que est-ce que je veux une énorme équipe? Est-ce que je veux 10 personnes? Est-ce que je veux bosser tranquillement, solo? Enfin voilà, c'est vraiment un choix. Mais concrètement, à quoi ça ressemble ton business idéal? Est-ce que franchement, tu as tout délégué, tu ne fais plus rien? Parce que ça, c'est le truc qu'on dit au début. Mais est-ce que vraiment on a envie de rien faire et d'avoir tout délégué? C'est une vraie question qu'il faut se poser, ok? Et personnellement, moi, j'ai décidé de toujours garder une petite équipe dans une atmosphère vraiment familiale. Moi, aujourd'hui, j'ai moins de 10 personnes qui bossent pour moi parce que, en fait, j'ai pas envie de créer une usine à gaz. C'est complètement ma vision et c'est pas la vision que tout le monde doit avoir. C'est juste ma vision à moi. C'est ce qui fonctionne pour moi. C'est ce qui me permet de me faire kiffer aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui bossent énormément avec moi. J'en ai 2 autres qui bossent en plus quand on fait les ouvertures des sélections de l'académie parce qu'il y a plus de boulot. Et j'ai 5 à 6 personnes qui interviennent en gros 1 à 5 fois par an pour des missions temporaires. 5e conseil, est-ce que tu vas prendre des salariés ou des freelances? Alors encore une fois, je te parle de mon expérience, c'est pas pour ça que c'est la vérité vraie, il faut aussi que tu fasses tes recherches. C'est moi et ça ne concerne que moi, mais je ne veux que des freelances. Je ne veux pas travailler avec des personnes en salariat en fait aujourd'hui, c'est comme ça, juste dans mon équipe. Je veux qu'en fait les personnes qui bossent avec moi, elles aient les mêmes valeurs de liberté, donc elles ont aussi d'autres clients à côté parce que moi personnellement, je veux me sentir libre, je veux pouvoir arrêter tout ce que je fais du jour au lendemain si j'en ai envie en claquant des doigts. Et c'est super facile de se recréer une prison dorée où tu es obligé de faire du chiffre pour payer tes salariés. Et ça, de mon point de vue, c'est mort en fait. Je veux pas me sentir obligée de quoi que ce soit. Et le salariat et le freelance, ça a aussi bien des points positifs que des points négatifs, tous les deux. Mais dans mon cas, l'entrepreneur que je suis ne veut pas se sentir obligée, ne veut pas sentir qu'elle a des obligations. Sinon, je me mets la pression en fait et je travaille mal. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me sentir libre. Donc j'ai besoin de savoir que je suis libre et que j'ai que des freelances avec moi, qu'évidemment, si un jour j'arrête, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais c'est possible, je puisse prévenir juste en disant, voilà, je vais arrêter dans 6 mois, voilà, que ce soit des gens qui aient la possibilité de se retourner, etc., que j'ai pas juste des gens qui dépendent complètement de moi. Parce que je veux travailler par envie et par plaisir et pas par obligation. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai des gros résultats derrière, parce qu'en fait, je kiffe ce que je fais. Alors que si j'étais obligée parce qu'il y a des gens à payer tous les mois, que c'est obligatoire, etc., je me mettrais une pression de ouf. Et un exemple qui peut être intéressant, c'est de prendre aussi un alternant en salariat, parce que là, c'est un petit peu différent, c'est sur 1 an ou 2 ans. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec une personne de ma team qui vous fait d'ailleurs le montage vidéo actuellement pendant 1 an. Et donc l'État, il va te verser aussi des aides. Alors au moment où tu vois cette vidéo, je sais pas si l'État fait encore ça. Tu peux regarder si l'État en verse encore aujourd'hui. Mais en fait, l'État va te verser des aides qui font que la personne te coûte pas très cher. Et c'est super quand tu démarres, quand tu as ta boîte, que tu es tout seul au début, que tu commences à déléguer, mais que tu pas forcément l'argent de déléguer énormément, etc. Donc de mémoire, moi j'avais entre 150 et 200 euros par mois à payer de ma poche, plus la mutuelle, je crois. Alors que du coup, il bossait 3 jours par semaine avec moi et l'État prenait tout le reste en charge. Donc bon, c'était un peu moins d'un SMIC, hein, mais c'était à peu près ça pour une alternance. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant et c'est dans absolument tous les domaines que tu peux prendre des alternants, aussi bien en communication qu'en community management, des assistants, peu importe. 6e conseil, déléguer à des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Alors, on entend souvent des conseils sur l'onboarding, c'est-à-dire l'embauche de nouvelles personnes qui bossent avec toi. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça parce que moi, je recrute pas au CV, je recrute à l'énergie en fait que je ressens des gens. Personnellement, quand j'ai démarré, je préférais embaucher des gens qui sont motivés, qui sont hyper bienveillants, comme mes élèves, même s'ils n'ont pas toutes les compétences que je veux, parce que en fait, sur le long terme, c'est important d'avoir les mêmes valeurs. Mon assistante actuelle, à la base, c'est une de mes amies qui à la base était opticienne, donc ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, elle s'occupe de tout, du community management, de la comptabilité de plusieurs sociétés, des nouveaux projets, de l'organisation des événements. Elle fait aussi toute la partie plutôt personnelle assistante, donc elle s'occupe de mes billets d'avion, mes trains, mes hôtels, mes Airbnb, etc., mes commandes en ligne. Ça peut aussi bien aller d'une enceinte stéréo qu'à des commandes de livres, des cadeaux pour mes proches ou du matos pour mon cheval, enfin voilà, j'en passe, mais elle fait 1000 trucs différents et c'est un vrai couteau suisse. Mais elle a des valeurs surtout qui sont importantes pour moi, c'est qu'elle est motivée et ultra bienveillante. Et donc avec des gens comme ça, tu peux bosser hyper longtemps parce qu'en fait, ils sont toujours là pour apprendre, ils se remettent en question, etc. Et c'est génial. Et prendre des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, ça t'évitera beaucoup de crises de nerfs et de perte de temps surtout. Et le 7e et ultime conseil, c'est qu'en fait, il existe 4 zones importantes à connaître qui vont t'aider à déléguer plus concrètement. La première, c'est la zone de génie. C'est celle qui te donne de l'énergie et que tu adores. C'est toutes les tâches en fait qui te donnent de l'énergie, que tu adores, etc. Ensuite, c'est la zone d'excellence. C'est ce que tu aimes faire mais qui pourrait être délégué, mais tu aimes quand même le faire. Ensuite, tu as la zone de compétence. C'est ce que tu sais faire mais qui pourrait être délégué. Et la dernière, c'est la zone de médiocrité. C'est ce qui ne te donne pas
pas d'énergie ou que tu détestes faire. Tous les ans, je vais reprendre mon agenda donc de productivité que j'ai créé d'ailleurs, je te mets le lien juste en description, et je vais lister toutes les tâches sans exception que j'ai faites, qui sont écrites ou pas écrites d'ailleurs sur mon agenda sur les 3 derniers mois en pro et en perso. Donc par exemple, écrire une vidéo YouTube, donner une interview, faire du sport, relire une page de vente, répondre aux messages Instagram, créer une formation, coacher, faire des courses, peu importe. Et ensuite, en fait, je vais créer un tableau sur mon ordi avec les 4 zones dont je viens de te parler, zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence, zone de médiocrité. Et j'écris les tâches que je fais dans chacune de ces catégories en me disant, voilà, ça c'est vraiment ma zone de génie, coacher, créer du contenu par exemple. Ça c'est ma zone d'excellence, par exemple prendre des appels au téléphone quand on a les nouvelles personnes de l'académie. Ensuite dans ma zone de compétence il va y avoir, je dis n'importe quoi, écrire les pages de vente. Et puis dans la zone de médiocrité ça va être la compta par exemple. Mais je mets toutes mes tâches. Et ensuite en fait les premières tâches que tu peux déléguer, si et seulement si encore une fois tu fais déjà du chiffre d'affaires régulier depuis plusieurs mois, et c'est les tâches qui se trouvent dans ta zone de médiocrité. Parce qu'en fait elles te prennent de l'énergie qui t'empêche d'être dans ta zone de génie, et c'est dans ta zone de génie en général que tu gagnes de l'argent la plupart du temps. Et du coup que tu peux devenir libre et tout. Et évidemment dans la zone de médiocrité c'est tu délègues ce qui est important et nécessaire, d'accord? Évidemment ça sert à rien de déléguer des tâches qui ne servent strictement à rien, qui n'apportent aucune valeur nulle part, ni un gain d'argent, ni un gain de temps, ni un gain d'énergie. Puis au fur et à mesure tu délègueras les tâches qui sont dans ta zone de compétence, puis d'excellence, pour ne garder que les tâches en fait dans tes semaines de ta zone de génie. Alors évidemment de temps en temps on revient à faire des tâches qui sont dans notre zone de médiocrité, excellence, mais c'est pas grave, c'est simplement en fait pour au fur et à mesure savoir quoi déléguer en premier. Alors évidemment c'est pas en 2 minutes que ça va se faire, ça va vraiment être sur du long terme, d'accord? Donc par exemple, pourquoi est-ce que je reste pas aussi avec des trucs qu'il y a dans ma zone d'excellence et que je veux être que dans ma zone de génie? Parce que dans ma zone d'excellence il va y avoir tout ce qui est closing, community management, etc. J'aime les deux, mais je suis meilleure et ça me donne plus d'énergie d'être dans le coaching et dans la création de contenu, qui sont du coup cette zone de génie, d'accord? Donc je priorise d'abord ma zone de génie. Si j'ai envie et le temps, je fais ce qu'il y a dans ma zone d'excellence, mais sinon je délègue et c'est tout ok aussi, d'accord? Et tout le reste aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que même à terme, il y a peut-être des choses qui sont dans les différentes zones que tu vas faire alors que t'es pas forcément censé les faire, tu les as pas forcément déléguées. C'est ok de le faire de temps en temps, mais si ça prend énormément de place dans ton agenda, dans ton énergie, etc., que t'as pas assez le temps de faire le reste qui est dans ta zone de génie, etc., à un moment, il faut les déléguer de toute façon ces trucs-là. Donc encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais rien faire qui n'est pas dans ta zone de génie, mais c'est un bon indicateur de savoir quoi déléguer en premier. Voilà, j'espère que ces 7 conseils t'aideront comme ils m'ont aidé moi. Je t'invite vraiment à faire le dernier exercice que j'ai donné. Moi, ça m'aide toujours, je le refais encore et encore. D'ailleurs, je viens de le refaire encore une fois il y a 2 jours au sein de mon mastermind. J'ai encore réécrit tout ça. Pourtant, je le fais tous les mois, mais tous les mois, j'ai des nouvelles tâches qui arrivent, etc. Et on a tendance à vite replonger, à refaire toutes les tâches qui sont dans toutes les zones, un petit peu partout, si on délègue pas correctement. Et si changer de vie, prendre confiance en toi et monter un business qui te ressemble pour devenir libre t'intéresse, les portes de l'académie vont réouvrir bientôt, elles vont réouvrir fin mai. Je te mets le lien pour accéder à la liste d'attente en commentaire, évidemment c'est sur sélection. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, il suffit juste que tu cliques sur le lien et tu auras à peu près une idée de quand réouvrent les prochaines portes, parce que je le fais quand j'en ai envie, quand j'ai le temps surtout. Donc je te dis à très vite, je te souhaite une excellente journée. Moi je pars aux États-Unis. Ciao!